J'ai regardé 300 soutenances de thèse et voilà ce que j'ai appris. Pour cette vidéo, j'ai fait une expérience, j'ai regardé 300 soutenances de thèse dans 148 universités pour comprendre au mieux comment se passaient les soutenances dans des universités du monde entier. J'ai appris énormément de choses sur le discours introductif où on présente ses recherches, comment le construire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et sur les échanges avec le jury, c'est-à-dire à combien de questions s'attendre, et surtout comment répondre quand on est coincé. Et je suis même tombé sur des soutenances improbables, mais j'en reparlerai en fin de vidéo avec un classement des meilleures pépites. Et en attendant, on va répondre à une seule question, mais elle est absolument cruciale. Comment expliquer le fait que certaines soutenances marquent les esprits, et d'autres pas du tout? Pour poser le décor, voilà les grandes bases de l'enquête. Le nombre exact de soutenances analysées est de 339. Ça rendait juste mieux pour la vignette et le titre de mettre 300. La durée totale est de 397 heures quand même, 2 minutes et 29 secondes pour être précis. Le nombre d'universités, ça fait 148 universités qui sont représentées dans le monde. 235 étaient en anglais, 99 en français, et il y en avait même 5 qui étaient en néerlandais, mais merci à ChatGPT pour la traduction. Et dans les 339 soutenances, on retrouve plus de 55 disciplines distinctes. De la physique quantique à la linguistique des signes, de l'épidémiologie tropicale au droit européen des plateformes numériques, en passant par l'IA médicale ou encore la robotique tactilo-sensitive, c'est fascinant et c'est d'ailleurs ce qui rend aussi les comparaisons riches mais aussi délicates. Et pour le détail de la méthodologie, je mettrai tout en description. Et je peux vous dire une chose, il y a plusieurs types de soutenances et certains types ne pardonnent pas. Alors, pourquoi certaines soutenances marquent les esprits et d'autres pas du tout ? Tout commence en fait avec votre présentation, c'est-à-dire ce moment où ça y est, vous devez y aller, vous devez prendre la parole et vous lancer. Et là encore, pour donner les grandes lignes de ce que j'ai vu, le pourcentage de soutenance avec un support PowerPoint, en fait c'est presque 100% qui avait un PowerPoint, mais je pense que c'est aussi parce que les gens tendent à publier des soutenances quand il y a quelque chose de visuel, c'est-à-dire que là il y a un biais, plus les gens font une présentation PowerPoint, plus elles ont tendance en fait à publier sur YouTube parce que c'est plus visuel. La durée moyenne est de 42,2 minutes, avec une médiane à 44 minutes. Alors pour rappel, la médiane, que je vais beaucoup utiliser ici, la médiane, ça veut dire que 50% des soutenances sont au-dessus et 50% sont en dessous. Ça permet en fait de juste mieux représenter les tendances sans qu'il y ait des cas extrêmes en fait qui biaisent les résultats. Bon, ça c'est les chiffres. En réalité, je pense qu'il y a surtout deux grandes tendances en fonction des consignes reçues. D'un côté, les soutenances qui font 15 à 20 minutes de présentation et les autres qui font 40, 45 minutes, 50 minutes de présentation. Pour tester et pour vérifier ça, j'ai séparé les soutenances en fait en deux catégories, celles qui font moins de 30 minutes et celles qui font plus de 30 minutes. Et ça semble être le cas. C'est-à-dire que 23% des soutenances font moins, 77% font plus, et on arrive à des médianes de 19 minutes 30 et 46 minutes 06. Bon, ça ce sont les chiffres, je les présente parce que j'aime beaucoup présenter les chiffres et j'aime bien structurer comme ça, mais ça nous dit rien en fait du contenu de la présentation, et ça ne nous dit rien du fait que certaines personnes arrivent à captiver l'audience, arrivent à captiver le jury, alors que d'autres personnes perdent le jury dans les 5 premières minutes. Et aussi, certaines personnes ont tenu 1h12 presque sans respirer, et d'autres ont pitché en 17 minutes, et c'était captivant. Et là, il faut dire la vérité, c'est-à-dire que 50 à 60% des présentations que j'ai vues étaient longues, denses, souvent abstraites, des murs de texte, des thèses récitées au lieu d'être incarnées. Alors, ça m'arrive très souvent aussi quand je suis stressé, donc je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et bien sûr, il faut avoir le temps de parler de son sujet, c'est-à-dire qu'une thèse est longue, et on veut avoir le temps de bien parler de tout ce qu'on a envie de dire. On veut l'honorer en fait, on veut rendre justice à tout ce qu'on a produit. Mais je pense que c'est possible en fait d'avoir le même résultat en plus percutant et en plus concis. Et c'est ce qu'ont fait les 40% à 50% restants en fait. Ils sont fascinants et ils ont toutes et tous un point commun, ils racontent une histoire. Alors oui, une histoire, c'est-à-dire qu'ils se contentent pas de raconter une méthode en fait, ils nous embarquent, ils nous montrent un parcours, une enquête, un problème réel, une transformation, et surtout, ils parlent au jury, ils parlent pas au PowerPoint. L'histoire, c'est celle d'une trajectoire personnelle qui devient une trajectoire intellectuelle. Alors vous aurez plus ou moins de temps pour raconter cette histoire, plus ou moins de liberté. Et d'ailleurs, pour les PowerPoint, on a plus de liberté, mais plus de liberté, ça veut aussi dire plus de risque de perdre l'attention de l'auditoire. Et donc, voilà ce que j'ai vu dans le fond et dans la forme. Sur le fond, le jury teste quelques éléments, en fait. D'abord, les éléments empiriques. Est-ce qu'il y a une densité suffisante de données, d'éléments empiriques dans la thèse ? Les éléments analytiques, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a suffisamment de concepts mobilisés et de concepts pertinents mobilisés, et la technicité, c'est-à-dire qu'il faut donner l'impression qu'on est devenu, ça y est, un expert du sujet. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a quelques éléments à mettre en avant dès la présentation, et c'est comme ça, en fait, qu'elle est souvent constituée. Comment les questions que vous soulevez dans votre thèse se sont soulevées petit à petit au fil de votre parcours ? Comment elles sont nées ? Comment elles ont mûri et comment elles ont résisté ? Comment vous avez construit votre démarche d'enquête ? Ça, c'est la méthodologie. J'ai choisi des registres analytiques dans la thèse. Pourquoi j'ai choisi ces registres analytiques. Et les apports de la thèse, là, plus la présentation est longue, plus les résultats doivent occuper l'essentiel. Parce que c'est ça, en fait, qui intéresse les gens. Ce que vous avez compris, ce que vous avez trouvé et ce que vous avez découvert.
Et tout ça donne les grandes lignes du contenu, et si on veut, on peut même faire plus simple, c'est-à-dire on peut respecter la structure d'un article scientifique, intro, méthodo, résultats, discussion et conclusion. Et d'ailleurs, si vous voulez télécharger tous ces conseils en PDF, donc ceux que j'ai donnés, ceux que je vais donner dans la vidéo, vous aurez le lien en commentaire épinglé sous cette vidéo. Sur la forme, je pense que le mieux c'est d'aller droit au but. Bon après moi je suis un minimaliste donc je pense que je vais en perdre certains, mais je pense que c'est mieux en fait d'avoir une lisibilité maximale, avec un texte foncé sur fond clair ou inversement, et maximum 5-6 phrases par slide. Le jury doit pas lire, il doit écouter. Il vaut mieux un design sobre et professionnel, alors je sais qu'on a envie voilà, d'avoir des templates colorés, parfois un peu trop chargés, avec des animations ou des transitions fantaisistes, je pense que c'est bien de rester simple finalement. Quelques couleurs, maximum 2-3 à travers les slides, et il faut des éléments visuels mais qui sont au service du propos, c'est-à-dire qu'en fait il vaut mieux un schéma simple qu'un gros bloc de texte. Et aussi quelque chose qui est très simple mais qui permet de garder le fil rouge tout au long de la présentation, c'est tout simplement de mettre les titres en haut de slide, comme ça à chaque fois, même si on décroche 30 secondes, on regarde le titre et on sait exactement dans quelle partie on est. Et le dernier point, c'est l'expression orale. Et j'ai entendu beaucoup trop de vous savez. Et je trouve que c'est dommage en fait pour quelque chose qu'on peut répéter, préparer, rôder, travailler. Alors, bon, je vais faire attention dans le reste de la vidéo à pas dire de mais bon, déjà j'ai le droit, hein, moi je suis en soutenance. Je suis pas en soutenance justement. Et surtout, j'ai le montage pour me sauver, vous aurez pas de montage vous. Bon, après tout ça, c'est des questions de forme. Quoi qu'il en soit, en fait, le jury, il attend de savoir si le travail il est novateur, comment vous avez fait avancer votre discipline, qu'est-ce qu'il est possible de faire maintenant grâce à votre thèse et qui n'était pas possible auparavant. Et il faut être très explicite sur vos contributions, vos apports, il faut que personne s'interroge à la fin de votre présentation. Il faut le dire, il ne faut pas l'insinuer, il faut le dire clairement, fortement, sûrement. Alors certes, c'est important d'avoir une bonne présentation, une belle présentation, mais ça suffit pas pour convaincre le jury et ça suffit pas pour répondre à notre question principale. Comment expliquer que certaines soutenances marquent les esprits et d'autres pas du tout? La partie la plus imprévisible d'une soutenance, c'est aussi celle qui peut vous faire briller ou vous achever. Et je parle bien sûr de la session en fait de questions-réponses, d'échanges avec le jury. C'est le moment le plus imprévisible et c'est aussi le moment le plus déterminant. La présentation, vous l'avez répétée, vous l'avez préparée, vous l'avez chronométrée, mais les échanges avec le jury, eux, c'est vraiment une plongée dans l'inconnu en fait. Et une bonne partie des 300 vidéos portaient surtout sur la partie présentation, mais plus de 150 vidéos portaient quand même en fait sur ces échanges avec le jury. Et de nouveau, il y a quelques enseignements à tirer en commençant par les tendances générales. J'ai regardé la durée des questions-réponses, et là pour ce calcul, j'ai retenu vraiment que les présentations où il y avait l'intégralité des questions-réponses, ça me paraissait mieux. En moyenne, les questions-réponses étaient 58,7% de la soutenance en fait, donc 40,4 minutes de présentation, avec une médiane à 57,4% et 30 minutes de présentation. Alors ça paraît peu, hein, mais en fait c'est dû au fait que pas mal de présentations faisaient 40, 45 minutes, 50 minutes, et forcément quand une présentation fait 45 minutes, après la soutenance ne peut pas s'étaler pendant des heures non plus. Qu'en est-il maintenant des jurys? Le nombre de membres moyens dans le jury était de 4,4, avec une médiane à 4, et ça c'est sans compter les directions de thèse. Et sur la taille des jurys, ce qui était intéressant, c'est que 20% des jurys, 20,14 pour être précis, avaient 6 membres ou plus. Ce qui veut dire en fait plus de regards croisés, mais aussi plus de questions. Et parfois ça devient une armée, c'est-à-dire que j'ai vu des personnes qui avaient jusqu'à 4 co-encadrants. Et si mes souvenirs sont bons, je crois que j'ai vu 5 co-encadrants, mais je suis pas sûr parce que ça me paraît étrange quand même. Et j'ai aussi des doutes sur l'organisation administrative, je sais pas comment ça se passe, mais visiblement c'était possible. Alors pour les questions posées, parce que c'est ça quand même qui nous intéresse le plus, les questions qu'on va nous poser, le nombre moyen de questions posées dans l'ensemble de la soutenance était de 11,5 questions, avec une médiane à 10. Et c'est intéressant, je trouve, parce que souvent on se demande en fait comment je vais préparer ma soutenance, et là pourquoi pas demander à ChatGPT de générer 12 questions, parce que ça se rapproche de ce que vous aurez potentiellement en fait. Et le nombre moyen de questions par membre de jury était de 2,6, avec une médiane à 2,2. 20% des soutenances ont vu chaque membre poser 4 questions ou plus, désolé pour tous les chiffres, mais promis c'est bientôt terminé, et le record était de 11 questions posées par un seul membre. Au passage, les rythmes peuvent être assez rapides, hein, c'était en moyenne 3,6 questions posées par minute avec une médiane à 2,8. Bon, après la vérité c'est que c'est quand même très compliqué à mesurer parce que souvent en fait il y a une grande question avec plusieurs sous-questions, donc quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine, on sait pas trop. Mais voilà, ça veut aussi dire qu'il faut venir idéalement avec un petit bloc-notes pour bien noter rapidement les questions, c'est une des leçons principales, et ça fera un carnet souvenir de la soutenance. Moi j'ai le mien juste là normalement. Hop, je reviens. Donc voilà un simple carnet en fait où j'ai noté petit à petit les questions que j'avais pendant toute la soutenance et en m'assurant d'être le plus précis possible pour en fait pas perdre du temps au moment où je dois répondre quoi. Alors cette partie questions-réponses, tout se joue ici bien évidemment, mais il faut aller beaucoup plus loin que les statistiques, ça suffit pas, et après avoir visionné plus de 300 soutenances, j'ai vu que ce qui était déterminant, c'était pas tant les questions qui étaient posées en fait, mais c'était vraiment la manière dont le doctorant, la doctorante y répondait. Le premier point, c'est qu'une bonne session commence avant la soutenance. Et il faut dire les choses, c'est que les meilleures réponses viennent rarement de l'impro total, même si on a évidemment envie d'y aller en freestyle, mais j'ai vu beaucoup de doctorants redoutables
parce qu'ils avaient anticipé les objections, en fait, justement. Et c'est pas sorcier, quelque part, en fait, c'est-à-dire qu'on regarde les objections, les faiblesses de sa thèse, on s'imagine ce que tel ou tel membre du jury pourrait dire, et on s'entraîne à répondre à voix haute. Et donc le jour J, ils étaient prêts, pas parce qu'ils savaient tout, mais parce qu'ils s'étaient préparés à l'imprévu. Et c'est tout à fait possible de se préparer, en fait, il faut juste un plan. Et le jour J, on se sent tellement plus à l'aise, en fait, quand on a fait plusieurs soutenances blanches, et qu'on se dit, la plupart des questions, je me suis déjà entraîné à les préparer, quoi. Après, pour une large partie, on a des pré-rapports de thèse. C'est-à-dire qu'en fait, on a 2 membres, généralement, du jury qui envoient leurs commentaires critiques de à 6 pages avant la soutenance. Et ça, c'est un trésor, en fait, parce que c'est littéralement une carte des dangers qui permet de s'y préparer en avance. Mais il y a une différence entre répéter une réponse et maîtriser une posture de réponse. Ce qui nous amène au deuxième point. Le deuxième point, c'est que l'attitude change tout. Une bonne session de questions-réponses repose en fait sur une posture intellectuelle. C'est-à-dire que pas besoin de tout savoir, il faut savoir écouter, reformuler et nuancer. Celles et ceux qui s'en sortent le mieux, en fait, ils sont pas en train de réciter, ils sont en train de dialoguer, ils respirent, voilà, ils s'autorisent à réfléchir à voix haute, ils montrent qu'ils comprennent la critique, même s'ils sont pas d'accord. Et j'ai vu des doctorants, en fait, perdre le jury en 30 secondes parce qu'ils se justifiaient trop vite. Voilà, ils entendent une critique, ils se crispent, ce qui est normal, c'est un jour avec des énormes enjeux, mais là, tout se fige, l'atmosphère devient pesante. Mauvais réflexe. À l'inverse, certains prennent 3 secondes de silence, hochent la tête et répondent. C'est un point que je n'avais pas envisagé sous cet angle, mais voici comment je le comprends. Et là, et c'est vraiment palpable en fait, c'est-à-dire on le sent, on le voit, le jury bascule. Et il bascule du côté de la bienveillance, on n'est plus face à eux, on est avec eux. Le troisième point, c'est qu'il y a 3 types de réponses puissantes. J'ai identifié 3 types de réponses qui fonctionnent bien, quand elles sont sincères et qu'elles sont bien amenées. On a d'abord la reconnaissance partielle. Donc par exemple, vous avez raison sur ce point. En effet, la formulation de ce paragraphe prête à confusion. Ça montre une capacité à ajuster sans se renier. Ensuite, on a la défense argumentée. Par exemple, je comprends la critique, mais dans le cadre de ma problématique, j'ai choisi de faire ça. Ça montre qu'on a réfléchi et qu'on assume ses choix. Et puis ensuite, on a le pas de côté fécond. Je n'avais pas exploré cette piste, mais ça rejoint ce que j'ai observé sur tel autre terrain. Et donc tout ça, ça montre une curiosité en fait, c'est-à-dire une ouverture intellectuelle, et si vous combinez les 3, en fonction des questions, vous donnez l'image d'un ou d'une chercheuse en devenir, et pas d'un ou une étudiante en train de se défendre. Et pour le détail plus précis sur comment répondre à tous les types de questions durant une soutenance, pour pas se laisser avoir, je vous laisse aller consulter le détail complet dans cette vidéo dédiée que j'avais faite. C'est quoi alors le vrai objectif d'une session d'échange avec le jury? C'est pas de répondre juste, c'est même pas de les convaincre parce qu'en fait ils ont déjà lu la thèse, c'est plutôt de montrer que vous êtes devenu capable de penser en interaction avec d'autres chercheurs, et c'est ça qui rassure et qui séduit un jury. Alors, il y a quand même des erreurs qui coûtent cher. Et sur ces 300 soutenances, j'ai vu pas mal de moments où voilà, l'atmosphère devenait pesante, la tension apparaissait clairement en fait sur le visage des doctorantes et des doctorants, et on le voyait en fait à l'écran, c'est-à-dire voilà, une posture qui se ferme, un jury qui fronce les sourcils, et surtout des silences gênés. Donc évidemment, par respect, je vais pas montrer les images, mais l'erreur numéro 1, c'est de trop vouloir montrer qu'on a bossé. Donc c'est compréhensible, c'est-à-dire que vous avez mis 4 ans, 5 ans, peut-être plus à faire votre thèse, et donc vous avez envie de tout montrer. Voilà, vous montrez tout, toutes vos données, toutes vos analyses, tous vos chapitres. Résultat, un PowerPoint qui fait 97 pages, un flot de jargon, et plus personne ne vous suit. Ce que j'ai vu marcher, c'est de savoir couper, prioriser, simplifier, prendre les 2-3 apports de la thèse et présenter uniquement cela, parce qu'après tout, ils ont lu le reste de la thèse, c'est le moment de se concentrer sur le plus intéressant. Et donc en bref, la thèse c'est une somme, la soutenance c'est un choix. Et c'est ce choix qui fera la différence. L'erreur numéro 2, c'est de mal gérer le temps. Alors on connaît tout ça, surtout si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à beaucoup trop parler, c'est-à-dire que vous avez prévu 45 minutes, finalement ça va peut-être durer 65 minutes, et le jury vous coupe, et vous finissez par bâcler ce qui aurait dû être le sommet, c'est-à-dire la présentation des résultats, et vous laissez une dernière impression de moment raté. Mais c'est justement pour ça qu'il faut répéter, et qu'il faut se chronométrer, et qu'il faut se laisser 5 minutes de marge pendant la répétition, toujours. Et l'erreur numéro 3, c'est d'être trop scolaire, d'être trop effacé. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que c'est votre thèse en fait. Votre cheminement, c'est vos choix. Mais le jour de la soutenance, vous parlez un peu comme une fiche Wikipédia. Mais du coup, quand un jury vous demande mais pourquoi vous avez choisi cette méthode, il ne veut pas une justification neutre ou une réponse formatée, il veut vous entendre penser. Il veut savoir votre raisonnement, il veut savoir vos arbitrages, bref, en fait, il veut voir votre intelligence en action. Et les meilleures soutenances que j'ai vues, en fait, c'était ça, c'est-à-dire c'est des soutenances où les doctorantes et les doctorants incarnent leur recherche. C'est-à-dire ils disent, oui voilà, effectivement, c'est pas parfait, j'ai eu des doutes, j'y ai pensé longtemps, mais voilà, j'ai fini par faire ce choix pour telle et telle raison. Et vous pouvez être timide en fait, vous pouvez être réservé, vous pouvez être modeste, mais il faut que vous soyez vous, c'est-à-dire l'humain. Et c'est là, c'est à ce moment-là que le jury écoute, et qu'il écoute vraiment. Bref, en fait, le moment des questions, c'est juste pas un piège, c'est-à-dire que c'est une conversation exigeante entre pairs, et les meilleures soutenances que j'ai vues, c'est ça en fait, c'est quand ça devient juste un vrai échange. C'est-à-dire quand le jury teste, quand il pousse, et que le doctorant, que la doctorante tient tête intelligemment. Et vous, c'est ça en fait votre but. Pas tout savoir, mais tout maîtriser.
Alors en regardant toutes ces sous-noms, je suis vraiment tombé sur des pépites, et là je vais en présenter 5. C'est vraiment voilà, des moments de grâce, des idées folles, des gens qui ont osé. Et là je vais rassembler ici mes 5 coups de cœur. Donc je peux pas les mettre en entier parce que ça serait trop long, et bon, je vais mettre les liens en description, mais là on va voir une soutenance croyante, vous comprendrez, j'ai trouvé ça touchant. La meilleure bande-annonce pour une soutenance, les universités les plus actives en ligne avec un classement, la meilleure parodie, parce qu'apparemment ça existe des parodies de soutenance, je savais pas, et le discours le plus inspirant. La première, c'est la soutenance la plus croyante, et j'ai été très étonné parce que souvent, une soutenance, c'est un exercice assez guindé, et j'ai trouvé ça très intéressant de voir qu'il y avait certaines soutenances qui se déroulaient de cette manière. You can go ahead and start with a prayer. Okay, dear Heavenly Father, we come here today in your name to glorify you as our Lord and Savior. Please help us as we continue to strive to be like your son, Jesus. We ask you to raise up our brother Jannard and give him the grace to share his hard work and with our scholarly community. We pray in Jesus' name, amen. Jannard, I am so excited for you. You can begin as soon as you are ready. Et celle-là, elle m'a étonné tout simplement parce que, en fait, ça sort de l'exercice habituel, et j'ai trouvé ça très intéressant de voir que pour certaines personnes, la recherche, ça pouvait aussi participer de leur cheminement spirituel. Ensuite, on a la meilleure bande-annonce qui est en fait une invitation improbable. Invite you to probably the most grand event you've ever been invited to. Zach's 2-hour PhD defense meeting at Columbia. Jumping off that fence, you got Zach not whack at the PhD defense. Apologizes in advance for the bad quality of his research. Sounds horrible and boring. Bon, je suis même pas sûr d'avoir bien compris si c'est exactement ça, parce que pour les gens qui connaissent, il y a quand même beaucoup de gens connus, donc ça me paraît un peu étrange, mais en tout cas, j'ai adoré. Ensuite, on a les universités francophones et anglophones les plus présentes en ligne. Donc là, on a un top 3. On a l'université de Makerere, bon, j'espère que je prononce bien, si vous venez de cette université, m'en voulez pas, mais l'université de Makerere en Ouganda, en top 1, en première position, le MIT dans le Massachusetts aux États-Unis en deuxième position, et la Wright State University dans l'Ohio aux États-Unis en troisième position. Donc ça, c'est les universités où il y a le plus de doctorants et doctorantes de l'université qui ont posté des soutenances, mais mention quand même spéciale à l'université de Maastricht qui diffuse en fait les soutenances en ligne avec une qualité vidéo qui est juste incroyable, et je suis tombé en fait sur plusieurs soutenances pendant que je préparais la vidéo, je suis tombé sur des soutenances qui étaient en direct en fait, c'est-à-dire on arrive sur leur chaîne YouTube, il y a une soutenance qui est en train de se passer et on peut la voir, c'est bien quoi. Ensuite, on a la meilleure parodie. Je savais même pas que ça existait une parodie sur les soutenances de thèse, donc j'ai rien ajouté, je pense qu'il faut juste regarder. We'd like to welcome everyone to the thesis defense of doctoral candidate William Edwards. Mr. Edwards, you will have 20 minutes to defend your thesis, then we will open up the remainder of the hour to the panel to ask any questions. Are you ready to begin? I am. Mr. Edwards, we should remind you that you will receive no points for style. And the bibliography? Enough to make women swoon and grown men weep. I'm convinced. It is defended. Congratulations, Dr. Edwards. Bon, après j'ai quand même regardé 339 soutenances, c'est la seule qui s'est passée comme ça si ça peut vous rassurer, donc les probabilités que ça se termine comme ça sont quand même assez faibles. Et enfin on a le discours que j'ai trouvé le plus inspirant, parce que dès les premières secondes en fait on sent que ce doctorant a vécu quelque chose quoi. When I was a young man, I went through a traumatic experience as a student. As a result of that experience, I had a challenging time during my progression as a student in my adolescent years. However, I had a network of individuals who mentored me and who really helped me along the way, which is why I am here now. But then I was, if you will, excited to take the role of the executive director of President Barack Obama's My Brother's Keeper initiative, which is a mentoring initiative. C'est intéressant de voir ce que la recherche peut faire, c'est-à-dire pas seulement produire des résultats, mais aussi parfois changer des êtres humains. Bref, que retenir de tout ça ? En 339 soutenances, j'ai vu des larmes, j'ai vu des fous rires, j'ai vu des silences gênants, mais surtout j'ai vu énormément de doctorantes et doctorants qui devenaient chercheurs, et ça se prépare. Et si vous en êtes là, vous verrez dans la description un lien vers une formation gratuite, vers un plan de thèse, et elle vous aidera en 20 minutes à poser des premières bases solides. Ça complète exactement ce qu'on vient de voir ici. Mais je dirais qu'après 300 soutenances, il n'y a pas de recette magique en fait. Mais j'ai compris une chose, c'est que la soutenance ne récompense pas les thèses parfaites. Elle récompense les thèses où on comprend le chemin personnel, où on comprend le chemin intellectuel, celle où en fait on sent l'assurance d'une pensée construite, mais aussi l'humilité d'un chercheur en devenir. Elle récompense les doctorantes et les doctorants qui ont fait un travail sérieux, mais sont prêts. Prêts à défendre, prêts à dialoguer, prêts à écouter, et prêts à passer à la suite. Merci pour votre attention.